Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors je remercie évidemment les organisateurs de m'avoir demandé de venir vous parler de l'adolescence. Alors que fait un pédopsychiatre dans cette journée sur les jeux vidéo? C'est assez incongru au départ. Et puis finalement, en général, et puis depuis la nuit des temps, les adolescents nous inquiètent et nous essayons de trouver un peu tous les maux de la Terre autour de ces adolescents. Alors il y a quelques années, je dirais une vingtaine d'années, on me faisait beaucoup venir pour les problèmes de cannabis. C'est-à-dire que ça y est, la génération allait devenir droguée. On s'est dit, bon, on va devoir ouvrir des cliniques pour des adolescents qui sont vraiment pris dans ces consommations de substances. Et puis finalement, on n'a pas eu de danger aussi important que ce qu'on pensait. On n'a pas dû ouvrir de clinique. On n'a pas augmenté la place de la Riponne à Lausanne. Donc ça s'est un petit peu tassé. Et puis, c'était la violence. On a dû ouvrir une prison, on me faisait venir pour les problèmes de violence, en disant que tous les adolescents allaient devenir des délinquants, allaient renverser le pouvoir. Et puis, donc, on a fait des prisons, pas très loin d'ici. Et puis, finalement, elles sont plutôt vides. Et actuellement, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo vont pervertir toute notre jeunesse. Et on va avoir la cyberaddiction, c'est-à-dire que tous ces jeunes vont rester cloués devant leurs écrans et on ne pourra plus rien faire avec. Alors voilà, du coup, je suis là pour essayer de comprendre ce qui se passe entre l'adolescence et les jeux vidéo, et notamment Internet et les réseaux sociaux. Parce qu'on a quand même quelques explications autour de tout ça. Et la première, c'est le fait que dans les modifications qu'il y a au niveau du cerveau de l'adolescent, on peut trouver une réponse à l'appétence que peuvent avoir ces jeunes sur les jeux vidéo. En effet, vers l'âge de 12 ans et jusqu'à 23 ans, le cerveau se modifie. Il y a une grande métamorphose et vous avez des mouvements dans ce qu'on appelle la substance grise, les neurones, mais aussi la substance blanche qui est autour de ces neurones. Et il va y avoir une très grande transformation qui va passer de l'arrière du cerveau vers le devant du cerveau. Alors c'est important parce que l'arrière du cerveau, ce sont toutes les zones de perception. C'est-à-dire que l'adolescent va avoir un nouveau cerveau perceptif vers l'âge de 13-14 ans. Alors, nouveau cerveau perceptif, c'est-à-dire toutes les zones, que ce soit l'audition. On voit bien que tout d'un coup, vous trouvez vos enfants qui vont écouter la musique à coin, avec dans les oreilles, ils sont là, blam, blam. Donc ils sont obligés de réétalonner tous les sons qu'ils connaissent. Donc ils vont évidemment utiliser ce nouveau cerveau pour apprivoiser les sons, apprivoiser la musique. Pour les odeurs, c'est pareil. Ils vont avoir un nouveau cerveau olfactif, donc on voit bien que quand ils reviennent du sport, c'est pas toujours extraordinaire. Certains vont prendre des douches 3 fois par jour, d'autres aucune douche pendant 15 jours, donc ça pose quelques soucis, évidemment. Les premiers parfums ne sont pas toujours bien réussis non plus. Dans le bus, quand vous êtes à côté des adolescentes, c'est pas toujours bien réussi. Alors évidemment, la peau, c'est pareil. Vous avez, par un temps pareil, ils ont des doudounes, et puis en hiver, ils sont en t-shirt. Bon. Et puis plus vous leur dites attention, il va faire chaud ou il va faire froid, mettre une veste, ils font l'inverse. Donc on voit bien que tout ce système perceptif change, est en transformation. Alors au niveau du goût, c'est encore pire, ils sont au McDo, enfin il y a plein de choses qui changent également. Mais le cerveau le plus important, c'est le cerveau visuel, qui prend tout l'arrière du cerveau comme ça. Et donc, progressivement, vers l'âge de entre 12, 13, 14 ans, ils vont vraiment avoir un cerveau visuel extraordinaire. Ce qui est tout à fait différent du bébé, parce que le bébé a un cerveau visuel très nul quand on sort du ventre de la mère, on voit rien. C'est pour ça qu'on doit toujours être tout proche du bébé quand on lui parle. On est vraiment à 2 cm, pardon. Et puis progressivement, on acquiert comme ça une vision, un cerveau qui se développe. Et donc, on essaie d'expérimenter, et tout ce que l'on va voir va être comme une espèce de parabole incroyable. Et donc, quand on passe dans la rue, les afférences, les images vont venir stimuler cette parabole. Donc à l'adolescence, cette parabole augmente et vous avez à ce moment-là un adolescent qui, quand il va à l'école, va se retrouver avec, il aura vu 2 ou 3 smartphones, il aura vu évidemment des écrans, des images, énormément peut-être la télévision, des iPads. Donc il va arriver à l'école avec un cerveau qui sera totalement stimulé. Vous voyez, tout sera allumé dans son cerveau, c'est un peu Los Angeles la nuit. Vous voyez, tout allumé comme ça. Et pas tellement New York avec des tours, des choses un peu différentes. Non, ce sera tout de la même manière. Ce qui fait que quand on va lui demander
de se concentrer, par exemple, sur un vocabulaire d'anglais ou d'allemand, ou je ne sais pas, eh bien, il va avoir énormément de peine à se concentrer. Il va devoir essayer de trouver une petite lumière comme ça dans une grande ville, c'est très difficile, et donc il peut s'agiter, ou alors s'endormir, ou alors avoir quelques difficultés comme ça très importantes. Ce qui nous amène à penser que très vite, on va trouver ce que vous avez peut-être entendu en tant que parent, le fameux diagnostic d'hyperactivité avec trouble de l'attention. Évidemment, parce qu'il a des problèmes d'attention, et puis quand on a des problèmes d'attention, on s'agite. Et en fait, une des parties de ce diagnostic-là, qui est foisonnant actuellement, à mon sens, mais ça peut faire polémique, vient de ce lien à la surstimulation que notre société amène dans le cerveau des adolescents. Alors, un des moyens pour qu'ils soient plus concentrés à l'école, ce serait, quand ils arrivent le matin, de faire en sorte qu'on éteigne finalement le cerveau, tout ce cerveau perceptif, pour pouvoir retrouver des capacités de concentration. Et ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent un petit peu de tricot le matin. Vous voyez ? Donc, on a essayé de proposer ça dans les classes, ça ne marche pas des masses. C'est-à-dire que vous imaginez, tout le monde arrive, premier quart d'heure, tricot, pour essayer de déteindre finalement le cerveau. Donc, on regarde avec des étudiants de l'EPFL pour trouver peut-être un petit jeu, quelque chose qui permettrait de finalement désamorcer, de retrouver des capacités de concentration. Donc, ce cerveau perceptif, c'est très important. Vous avez, pendant cet âge-là, une augmentation des capacités de perception qui sont très fortes. Et ce qui fait qu'il faut qu'ils jouent aux jeux vidéo. Parce que ces jeux vidéo qui sont en 3 dimensions vont booster le cerveau, vont amener un cerveau qui sera plus performant. Alors ça nous embête, nous, qui n'avons pas eu ça, c'est foutu. Mais ces jeunes qui vont pouvoir justement travailler et s'entraîner finalement à des jeux vidéo vont avoir des capacités bien plus importantes que nous dans la vision en 3 dimensions. Et c'est très important. Et vous voyez bien que finalement, ça fait déjà un petit moment que ça existe, puisque les pilotes de ligne faisaient des jeux vidéo, si vous voulez, pour apprendre à piloter. C'était vraiment sur des choses un peu virtuelles. Et c'est très important parce que, imaginez les pilotes de ligne qui devaient apprendre à atterrir avec leur avion directement, sans pouvoir avoir de choses de stimulation. Je pense qu'au bout du 3 ou 4e mort, il n'y aurait plus beaucoup de vocation. Donc il a vraiment fallu, et c'est très important, de pouvoir avoir des simulateurs pour apprendre. Et je pense, moi, vraiment que sur le plan médical, c'est aussi très important. Si vous allez vous faire opérer, demandez à votre chirurgien maintenant s'il a joué aux jeux vidéo et quel niveau il avait à World of Warcraft, toutes ces autres choses. Pourquoi ? Parce que dans quelques temps, et ça existe déjà, le chirurgien ne va plus aller dans l'intérieur, mais on va mettre des électrodes. Et puis de là, va pouvoir piloter et puis tirer sur les cellules cancéreuses. Donc il fera ça évidemment dans son salon, avec la télé, tranquille, et puis hop, il y a quelques cellules cancéreuses, on tire dessus. Donc évidemment, il ne faut pas qu'il tire à côté, on est bien d'accord. Donc ça va être comme ça, et je pense que l'avenir de la médecine, en tout cas des interventions, passe par les jeux vidéo et un travail à distance. Ça diminuera aussi tous les problèmes d'infection par la suite. Donc que vos jeunes boostent et puis travaillent beaucoup et puis soient beaucoup sur les jeux vidéo. C'est important. Donc, s'il y a des jeunes dans la salle, n'hésitez pas. Vous dites, le médecin, il a dit, il faut y aller. Bien. Alors, bien sûr, on a même fait quelques petites études à ce niveau-là pour montrer l'importance de cet entraînement. C'est-à-dire qu'on a pris 2 équipes de basket et puis on les a fait faire des lancers francs. Et puis donc, il y a eu un résultat. Les 2 équipes étaient à peu près équivalentes. Et puis après, pendant 6 mois, ils avaient le même entraînement de basket, mais une équipe avait en plus l'obligation de jouer 1 heure par jour aux jeux vidéo, et notamment avec des jeux comme ça qui étaient de tirer sur des cibles. Et les autres, non. 6 mois après, évidemment, heureusement, l'entraînement a fait que tout le monde a augmenté un petit peu son niveau de score au lancer franc, mais ceux qui avaient joué aux jeux vidéo étaient nettement au-dessus que les autres. Donc on s'est dit, alors 2 hypothèses, soit les jeux ont vraiment permis à ces jeunes d'avoir une meilleure capacité à viser, soit les autres étaient déprimés parce qu'ils ne jouaient pas aux jeux vidéo. Ça, c'est aussi possible. Donc, il y avait 2 possibilités. Donc, l'intérêt est très important de se mettre à jouer aux jeux vidéo et d'être dans cette interface. Alors, le problème, c'est que, est-ce qu'il y a des dangers ? Parce que souvent, on vient me voir en me disant, mais enfin, ils vont devenir addicts.
La cyberaddiction, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça a été extraordinaire et du coup, on s'est dit on va ouvrir des cliniques puisqu'ils sont dépendants. On va essayer de les faire, de gager la dépendance. Et à nouveau, à mon sens, on est un peu à côté de la plaque. Il n'y a pas de cyberaddiction, ou alors très 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 peu. Vous imaginez si c'était comme de l'héroïne qui sortait des écrans, le nombre de personnes, les milliards de personnes qui jouent ou qui sont en interaction avec les écrans, on serait tous addicts. Alors là, ce serait des cliniques entières qu'il faudrait. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. On ne voit pas ça du tout. Donc, il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et notamment à l'adolescence. La question de l'addiction et la dépendance, c'est une question cruciale à l'adolescence. Pourquoi ça? C'est que tout être vivant dépend de l'environnement. D'accord? On va faire avec le mammifère. Le mammifère, il sort du ventre de sa mère, il dépend de l'allaitement. Il doit avoir une source de nourriture, et notamment, donc, c'est la maman, c'est la mère, qui va lui donner le lait, grâce au mamelon. Et ça se fait grâce à une substance qui s'appelle l'ocytocine. C'est une hormone qui est sécrétée au moment de la naissance, donc pendant la grossesse, et pendant l'allaitement. Le bébé va téter sa mère, et à ce moment-là, dans le cerveau, il y a de l'ocytocine qui se met en place, et la mère reste auprès du petit. Et du coup, tout va bien. Et puis, si on prend le petit éléphant, tout d'un coup, il y a un moment donné où l'éléphant est capable de manger par lui-même. À ce moment-là, il arrête de téter sa mère. Sa mère se désintéresse, mais totalement du petit. Plus rien à cirer. Et généralement, il se fait manger par les prédateurs. Bon, c'est assez sympathique, c'est le cycle de la vie, comme on dit. Mais c'est malheureusement ce qui se passe le plus souvent. Ce qui fait qu'il y en a quelques-uns, évidemment, qui vivent. Mais sur le plan des humains, si on avait le même système, ça serait compliqué puisqu'on a développé notre tête. On a une grosse tête. Et donc, quand on est dans le ventre de la mer, il y a un moment donné, il faut sortir parce que sinon, il faudrait que les mers aient des bassins énormes pour pouvoir sortir à la fin de notre croissance. D'ailleurs, il nous reste un trou. Quand on sort du ventre de la mer, le crâne n'est pas encore bien fini. Donc, on a une grosse tête et il y a un petit trou là pour que ça augmente encore. Donc, on sort très mal fini. On ne sait pas faire grand-chose, on sait crier, c'est tout. Et à ce moment-là, la mère reste auprès du petit, tout va bien. Mais vers l'âge de 2 ans et demi, à peu près, il faudrait se dégager. Et à ce moment-là, si on laisse le petit tout seul, ça ne va pas. Donc, il faut trouver un système pour que la mère reste plus longtemps auprès du petit. Alors, soit on fait l'allaitement jusqu'à 14 ans, mais bon, ça n'a pas été une option, on est d'accord. Donc, on a trouvé un autre système compliqué, c'est-à-dire que la mère va commencer à aimer son petit, et le petit va aimer sa mère. Et donc là, on est dans un piège terrible, ça dure toute la vie, c'est terrible. Vous êtes d'accord pour certains? Je vois que c'est terrible pour certains, pour d'autres un peu moins, mais bon. Donc il y a cette dépendance, qui était au départ une dépendance biologique, l'ocytocine, et qui devient une dépendance psychologique, une dépendance psycho-affective. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie qui ne soit pris dans une relation à l'autre. Donc vous êtes condamné à avoir des relations avec les gens, avec une dépendance qu'on appelle psycho-affective. Ce qui fait que cette dépendance, tout va bien pendant l'enfance, mais après ça, il va falloir changer de dépendance. On avait la dépendance aux parents, ça allait plus ou moins. Et puis vers l'adolescence, il va falloir se dégager, se séparer de la dépendance psycho-affective avec les parents pour aller chercher l'âme sœur. Et à 12 ans, on n'a pas encore généralement son mari avec la voiture, le travail, tout ça, ça se fait pas. Donc il faut un certain temps. Et avant de trouver cette âme sœur, avant de trouver une nouvelle dépendance psycho-affective sur une personne, eh bien, il y a un laps de temps qui peut durer 4-5 ans. Et pendant ce moment-là, ou plus, une dizaine d'années, et pendant ce moment-là, on est un peu comme sur un fil de funambule, là, parce qu'on part de la terre des parents pour aller vers la terre, la dépendance d'une autre personne. Alors pendant ce temps-là, on a toujours besoin d'avoir une perche et d'avoir comme quelque chose qui est l'ordre de la dépendance psycho-affective. Et là, les jeux vidéo, c'est formidable. À ce moment-là, on va pouvoir se passionner pour ces jeux et ça va nous faire comme une dépendance psycho-affective. Les parents, on s'en fout. Ça nous permet de nous dégager des parents. Alors, le cannabis aussi, il y a plein d'autres choses, il y a plein de passions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'adolescent va se passionner de manière extraordinaire pour un jeu, pour un réseau, pour quelque chose comme ça. Il va faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous avez l'impression qu'il est addict, qu'il est accro. Pas du tout. Il est en train de se séparer de vous. Et ça, c'est très important.
Et donc, il faut que vous n'ayez pas peur. Parce que le gros problème actuellement, et je pense que je ne serai plus invité dans 10-15 ans, parce que les parents auront joué beaucoup aux jeux vidéo. Mais actuellement, on a quand même un décalage et une peur énorme des parents par rapport à ces jeux vidéo. Alors, que dire de ça ? Une des peurs importantes, c'est de ne pas être aimé par ses enfants. Ça, c'est terrible. On est de plus en plus de parents à vouloir aimer et être aimés par ses enfants. On l'en fait moins aussi. On est souvent un peu seul face à eux. Et donc, du coup, il y a quelque chose qu'on a envie beaucoup de les protéger, on a envie d'être gentil, on a envie qu'ils nous aiment, on a envie de les aimer. L'amour, vous voyez, tout ça. C'est terrible. Parce que du coup, ça les piège un peu. Pour pouvoir partir d'un endroit, si l'endroit est si magnifique, c'est difficile de partir. Donc, ils vont essayer de se dégager finalement de la séparation et de l'amour de ses parents. Donc, il va falloir que nous puissions aussi leur mettre des limites. Et mettre des limites, c'est frustrer. C'est dire, ben non, là, tu joues qu'une heure, point. Ouais, 1h10, non, c'est 1 heure. Oui, mais quand même... Et pourquoi 1 heure ? Alors là, si vous vous engagez dans pourquoi, c'est foutu. Là, c'est terminé. Parce qu'évidemment, ils ont des arguments bien plus importants. Oui, mais donc c'est comme ça. Oui, mais alors, t'es un vieux con ? Oui. Et fier de l'être. C'est comme ça. Non, c'est 1 heure. Bon. Donc, il faut pouvoir, en effet, mettre des limites, éduquer ses enfants. C'est très important. Retrouver une autorité par rapport à eux, parce qu'ils nous dépassent. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Si vous voulez changer le code PIN de votre téléphone, vous donnez à l'enfant, en 2 secondes, c'est fait. Et nous, c'est plus difficile. Quand vous avez remarqué, si vous envoyez un SMS, vous avez envie d'envoyer votre SMS à votre enfant, vous avez l'impression que la réponse arrive avant que vous ayez envoyé la question. C'est phénoménal. Alors que si vous envoyez un SMS, vous posez votre truc et puis vous reprenez, c'est un ami. Si vous envoyez le SMS, vous le posez, pas de réponse, c'est vos parents. Parce que, alors eux, SMS, oui. Donc on voit bien les générations. Donc il y a quelque chose qui nous menace là. Et les enfants, ils vont plus vite. Donc il faut quand même pouvoir arrêter, mettre des limites, aussi les frustrer un peu, parce qu'ils n'ont pas dans le cerveau, je vous ai parlé tout à l'heure, le cerveau qui est très intéressant, dont je vous parlais perceptif, il est là derrière, donc il donne des perceptions, mais il n'organise pas. Moi, je l'appelle le cerveau jeu vidéo ici derrière. Et le cerveau qui est devant, qui s'appelle range ta chambre, vous voyez, celui-là, ce cerveau-là, il est mature que vers 16 ans. Donc vous voyez, il y a un cerveau hyper perceptif et un autre qui doit organiser, planifier, qui n'est pas du tout prêt, lui, il pédale dans la semoule. Donc évidemment que quand il y a quelque chose, immédiatement, ils s'en vont. Ils sont à table, ils reçoivent un truc, tu peux venir, ils partent. Ils disent, mais enfin, on n'a pas fini de manger, ils sont partis déjà. Donc évidemment, ils ont ce côté très impulsif, important, et ils n'ont pas les capacités de raisonnement. Donc nous devons leur prêter notre cerveau au raisonnement. Alors évidemment, ils ne sont pas contents. Ben oui, c'est comme ça. Mais pour pouvoir éduquer, il faut connaître. Vous ne pouvez pas être que dans l'arbitraire, il faut quand même s'intéresser un peu à ces jeux. Alors j'espère que tout le monde ici connaît au moins 6 ou 7 noms de jeux vidéo, c'est sûr. On est tous d'accord. Si vous êtes venus déjà jusqu'ici, c'est déjà ça. Mais non seulement ça, mais moi j'essaye, parce que évidemment dans les écoles, tout le monde s'inquiète, donc j'essaie de discuter avec les professeurs en disant, mais regardez quand il y a la nouvelle instance, le nouveau jeu qui est arrivé, l'extension du nouveau jeu qui arrive, vous ne mettez pas de test le lendemain. Tous les jeunes sont toute la nuit à jouer, c'est évident. Donc il faut que les parents, il faut que les éducateurs, enfin tous les gens qui s'occupent des adolescents connaissent ce qui se passe. C'est très important. L'industrie, vous le savez, enfin vous voyez du monde qu'il y a ici, l'industrie du jeu vidéo est bien plus importante que le cinéma. Et tout le monde parle de la Coupe du Monde de foot, mais vous avez la Coupe du Monde de League of Legends où il y a 300 000 personnes qui sont dans un stade pour regarder 10 Coréens qui se tapent dessus, à travers des écrans. Nous, on se dit c'est bizarre, mais le monde est comme ça. Donc vous avez les youtubeurs, ça existe. Donc quand votre fils dit j'aimerais bien faire youtubeur, vous dites non mais ça y est, c'est un fou, il est geek et tout ça. Non, ça existe. Comme on dit maintenant, celui qui voulait être footballeur, ça existe aussi. Il y en a peu d'élus, mais ça existe. Donc il faut connaître ce monde, c'est très important, parce que ce monde est très proche du monde de l'adolescence. D'une part, vous voyez, c'est un monde qui change tout le temps. Il y a toujours des mises à jour à faire.
C'est un peu comme à l'adolescence. Enfin, moi, je sais pas, mais quand vous avez une mise à jour à faire, vous cliquez sur un truc, il y a une barre, bzzz, hop, c'est mis à jour, puis il se passe rien. Vous regardez, c'est mis à jour, mais il n'y a pas de changement. Enfin, c'est la même chose, quoi. Et ben, l'adolescent, c'est pareil. Tous les jours, il regarde dans son miroir, il dit, est-ce que j'ai changé? Bon. Et tous les jours, il va voir s'il a un nouveau bouton ou s'il y a un truc qui passe. Donc, ils sont pareils. L'adolescent se métamorphose de façon permanente et le corps de l'adolescent se métamorphose aussi de manière permanente. Donc, il y a quelque chose d'une correspondance très forte entre ce que vit l'adolescent et ce que vit Internet. Notamment parce que l'adolescent a aussi un petit peu ce qu'on appelle des angoisses dites de mort, c'est-à-dire que il commence à appréhender, à savoir ce que c'est que la mort. Donc c'est un peu angoissant quand même, vous êtes d'accord? La mort, c'est pas ce qui nous... Enfin, c'est un peu... Ça nous perturbe de temps en temps, voilà, quand on y pense. Et donc eux, ils vont commencer à se dire, ben moi, immortel, c'est bon. Hein, donc du coup, la mort étant représentée beaucoup par la nuit, pour l'enfance, eh ben ils vont pas dormir. Du coup, ils peuvent jouer comme ça toute la nuit. Et s'ils ont des angoisses, si vous sortez ici, si à Yverdon, tout d'un coup, vers 3h du matin, vous avez des angoisses, un mardi soir, et que vous êtes adolescent, vous allez par la fenêtre, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Si vous allez sur Internet, il y a toujours du monde. Donc vous n'êtes jamais seul. Et ça vous rassure. Hein. Donc ce lien avec Internet est très important aussi pour calmer certaines angoisses. Alors, il est très important pour les adultes de bien comprendre ce qui se passe dans les jeux, parce que ce sont des jeux avant tout. Hein. On verra pour les réseaux sociaux que c'est un peu plus compliqué, mais pour les jeux, ce sont des jeux. Alors, il y a une dizaine d'années, j'avais des consultations, et puis il y avait un père de famille qui m'appelle en me disant écoutez, mon fils, je veux que vous le voyez, parce que soit il est toxicomane, soit il est fou, psychotique, enfin... Je dis, ah bon, amenez-le, on va voir ce qui se passe. Enfin, et donc, ils étaient deux grands gaillards, là, et le fils était un petit peu comme ça, et le père avait un cocard. Donc, je me dis, il a dû avoir un problème. En effet, le père me dit, il est en train de jouer, c'était à l'époque World of Warcraft. Ça fait un moment, je lui disais, maintenant, plusieurs jours, je lui disais, on va à table, tu arrêtes. Et là, cette fois-ci, je suis arrivé là, j'ai débranché l'ordinateur, il s'est levé et il m'a tapé. C'est impossible. Soit il est vraiment complètement accro et c'est un toxicomane, c'est pas possible, on tape pas son père comme ça, soit il est fou, quoi. Hein, bon. J'avais pas l'impression que ce jeune était ni fou ni toxicomane. Bon. Ce qui fait que j'ai de la chance, ce père de famille avait été un grand... il jouait beaucoup au football dans sa jeunesse, et il était gardien de but, et donc il était dans une équipe, tout ça, ça se passait bien. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, imaginez, vous vous rappelez un peu, vous étiez gardien de but, et puis imaginez que votre équipe gagne 1-0, puis c'est la dernière minute et il y a un penalty contre votre équipe. Donc vous allez sauver votre équipe. Vous êtes le seul à pouvoir sauver l'équipe. Donc à ce moment-là, le joueur s'élance pour aller marquer le but, et votre mère arrive sur le terrain, vous prend par la main et vous dit « c'est l'heure de manger ». Il m'a dit « ah, je l'aurais tapé ». Ben voilà, c'est exactement la même chose. Hein, exactement pareil. C'est que il faut, pour sortir d'un jeu, il faut 10 minutes, un quart d'heure. Un jeu en ligne, vous imaginez, il y a le joueur, il est là, votre fils, il est évidemment assis, mais finalement dans le jeu, il est en train de soutenir une pyramide de gars qui sont avec une lance pour tuer un monstre. Vous voyez, ils tuent tous toujours des monstres dans ces jeux-là. C'est pas forcément moins bien ni mieux que d'aller mettre un ballon dans un filet. Hein. Chacun ses goûts, après tout. Hein. Bon. Et donc, si on l'enlève du jeu, toute la pyramide s'écroule. Et il ne sera pas pris le coup d'après. Hein. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que pour rentrer dans une équipe qu'on appelle des guildes, des fois, dans les bonnes guildes, il faut des CV. Et j'avais un patient qui était assez bon et qui, lui, gérait une guilde. Et il m'a dit, moi, là, maintenant, ça y est, c'est bon. La première question que je pose pour le CV, c'est « Est-ce que tu sais gérer tes parents ?» Vous voyez ? Si tu ne sais pas gérer tes parents, tu ne viens pas dans la guilde. Hein. Moi, hors de question qu'ils débranchent et puis que tout s'arrête, ça ne va pas. Hein. Donc, à ce moment-là, quand vous dites « on va manger », il faut un quart d'heure. Parce qu'il va falloir qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer, parce qu'il est sous la pyramide et puis il y a quelqu'un. Puis après ça, il va falloir qu'il aille se doucher, ranger ses affaires, enlever ses armures, revenir voir quand même ses copains pour leur dire au revoir. Et puis voilà, donc il faut un temps.
Donc c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas sortir immédiatement du jeu. Et puis, évidemment que quand il a envie de jouer, il ne peut pas non plus rentrer dans un jeu et en sortir au bout d'un quart d'heure. Vous n'alliez pas commencer une partie de Monopoly sur la table à manger si vous alliez manger dans une demi-heure. On ne faisait pas ça, ce n'était pas possible. Donc c'est pareil, il y a plein de petits codes comme ça que vous devez apprendre, que vous devez connaître pour naviguer avec ces enfants et ces jeunes qui adorent ces jeux. Bon, après, il faut évidemment comprendre les différents jeux, ceux qui sont plus prenants sur le plan des excitations, d'autres qui sont plus stratégiques. En fonction des âges, ça change. Alors, les jeux, c'est une chose, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est tout à fait intéressant parce que c'est une manière, finalement, pour l'adolescent de se réapproprier son corps. Vous voyez, à l'adolescence, tout change. On n'a plus le même corps et on n'est pas maître de ça. Tout d'un coup, on ne voulait pas avoir les oreilles de son père, et bien on les a. Paf, elles sont là, et pour longtemps. Hein. Donc il y a tout son corps qui se transforme, et puis qui pulse, hein, on peut pas l'arrêter. Donc on n'arrive pas à maîtriser quoi que ce soit, à part les cheveux, d'ailleurs. Vous avez vu, du coup, ils ont les cheveux verts, bleus, ils les changent, ils mettent des dreads, enfin, ils font plein de choses avec les cheveux. Hein. Alors que nous, après, adultes, on ne fait plus rien. Mais au moment de l'adolescence, on va essayer de maîtriser ce corps. Et bien, avec l'avatar, avec Internet, on peut maîtriser son corps. On peut tout d'un coup le rendre comme on a envie. Donc il y a un côté créatif autour de ça. Donc c'est très intéressant. Et en plus, on peut aussi figurer le changement. On nous dit toujours, à l'adolescence, tu verras, tu vas changer, et puis encore une fois, ils se regardent tous les jours, ils ne changent pas. À part des boutons, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc du coup, eh ben, ils prennent une cuite, ils ont vomi dans le caniveau, et il y en a un qui prend un selfie ou qui prend une photo, et puis après il nous le montre, ah t'as vu, on est horrifié en disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle horreur. On ne se rappelle pas que nous aussi, on avait vomi dans le fossé plus jeune, hein, évidemment. Mais ils vont nous montrer ça, et les infirmières scolaires me disent ça, ils nous appellent en disant, vous avez vu, il devait être dans un coma éthylique ou un truc comme ça, quelle horreur, qu'est-ce qu'on fait, prévention et tout. Je dis, mais non, il vient vous montrer qu'ils changent, ils viennent vous montrer qu'ils sont adolescents. Donc attention, ne diabolisons pas tout et ne faisons pas tout de suite la catastrophe. Alors j'ose un peu parler de quelque chose qui est un peu plus compliqué, qui est autour de la sexualité. C'est la même chose pour les jeunes filles. Savoir qu'on est adolescente, c'est pas si facile que ça. Alors, comment on le perçoit? C'est souvent le regard de la rue qui nous permet de savoir qu'on est une adolescente ou pas. Tout d'un coup, le regard change. Avant, bon, on n'imaginait pas trop le cas, puis tout d'un coup, on se dit, tiens, on me regarde un peu différemment. C'est plus les mêmes formes, les mêmes endroits qu'on me regarde. Autant les hommes, d'ailleurs, qui disent, tiens, une nouvelle biche, là, on va voir un peu comment elle est, tout. Et les femmes, une nouvelle rivale, hein, comment elle est. Bon. Donc, il y a ce truc-là. L'adolescente va du coup essayer de montrer quelque chose, soit des grands pulls en disant, il y a plein de choses dedans, mais vous verrez rien, oui, par exemple. Ou bien alors tout mini pour dire, ça y est, il y a des choses à voir. Bon. Donc finalement, le plus simple, c'est qu'on prenne une adolescente et puis qu'on la mette nue dehors. On dit, alors maintenant, comment c'est? Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde a vu, tout ça, Bob? Bon, on ne le fait pas, vous avez vu, c'est rare. Le problème, c'est que sur Internet, elles le font. Hein, il y a une webcam, on soulève son pull, hop, 2 vues, je ne suis pas adolescente. On soulève son pull, 300 vues d'un coup, ah bah oui, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Mais donc du coup, à ce moment-là, avec les captures d'écran et tout ça, eh ben, la nouvelle, entre guillemets, paire de seins se retrouve un peu partout. Et moi, j'ai les directeurs d'école qui m'appellent en me disant « Ah là là, prévention, catastrophe, venez, on va réunir l'ensemble du gymnase pour faire la prévention contre le harcèlement, contre... » Je dis « Mais attendez, pas d'excitation, c'est juste une paire de seins qui arrive sur la Terre, c'est tout, on ne s'excite pas. Hein » Alors donc, du coup, on essaie de calmer, on reprend ça dans la classe, et on dit « Voilà, tout le monde a vu la nouvelle paire de seins, de Agnès, merci Agnès, pas si mal, bon, alors donc du coup, maintenant... Agnès, tu reprends tes seins, et si vous allez voir d'autres, vous allez sur YouPorn, hein, parce qu'il y en a plein là-bas. Ici, dans la classe, il y a 10 filles, bon, voilà, elles ne sont pas toutes là, mais bon, on attendra la prochaine paire de seins pour faire encore une annonce officielle. Bon, très bien, ça ne nous intéresse plus, maintenant on passe à autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'il faut essayer de dédramatiser un petit peu. Alors c'est vrai que de temps en temps, eh ben, ça peut prendre des proportions, et à ce moment-là, on regarde avec l'infirmière scolaire, on essaie de travailler un petit peu avec ça, mais dans l'ensemble, on doit se montrer peu inquiet et pas dramatiser tout ce qui se passe autour des adolescents. Essayons de récupérer un tout petit peu une forme de contrôle autour de tout ça. Parce que ce qui les intéresse, les adolescents, c'est ce qu'il y a dans notre tête. Et si nous, on s'inquiète, évidemment que ça va les faire
disons, augmenter encore plus leur inquiétude. Alors, un des problèmes que l'on peut avoir avec ce système Internet, c'est la gestion de l'intimité. Nous avions notre journal intime, hein, plus ou moins le journal intime. C'est-à-dire que vous étiez amoureux, ou au contraire, une grande déception, et à ce moment-là, le soir, hop, vous écriviez un poème. C'est ça, vous arrivez peut-être. Et puis vous étiez tout content. Le poème, vous dit, ça y est, c'est moi Verlaine, ça y est, c'est bon, j'y suis. On s'endormait, le lendemain, on relisait notre poème, et on disait, bon, Verlaine, peut-être pas, hein, on va le garder là, tranquille. Et puis, des années plus tard, on regardait ça avec tendresse, en disant, ah ouais, c'était sympa, mais enfin bon, je ne suis pas devenu Verlaine, évidemment. Le problème, c'est que ces jeunes, au lieu d'avoir un journal intime, ils vont avoir Facebook. Et donc, le poème, ils vont le poster, tout de suite. Ce qui fait que le lendemain, ils ne vont pas être les seuls à savoir qu'ils ne sont pas Verlaine. Il y aura toute la communauté qui vont dire, ah, t'as bien un peu ce que tu as, non mais dis donc. Donc, il y a la difficulté de gérer ce qu'on appelle l'intime et l'extime. Hein. Donc l'intimité, d'une part, de sa chambre, finalement, et le côté extérieur. Et pour l'instant, ils postent ça un peu sur les mêmes objets, donc ça nous inquiète un tout petit peu. Mais il faut leur faire confiance. Ils vont réussir à trouver. Ils ont essayé avec Snapchat, par exemple. Hein, donc on envoyait une photo, puis ça disparaissait assez vite. Mais avec les captures d'écran, ça ne marche pas. Donc ils vont évidemment trouver eux-mêmes des solutions pour faire en sorte qu'on garde une forme d'intimité sur Internet. Mais ce n'est pas tout ça. Alors, un autre danger aussi que l'on peut voir, c'est que cet outil d'Internet permet une forme de reprise de la confiance que l'on a en soi. Si tout d'un coup, vous avez un 2 en maths, par exemple, vous êtes un peu malheureux et tout, vous allez jouer, et puis finalement, vous augmentez vos niveaux, donc vous n'êtes pas si nul. Et c'est intéressant. Parce que du coup, vous êtes requinqué et le lendemain, vous pouvez retourner à l'école en disant « je ne suis pas si nul, j'ai eu 2 en maths, mais enfin bon, Fortnite, là, j'ai fait un super score. » Bon. Donc du coup, vous pouvez y aller. Mais si vous êtes toujours très mauvais à l'école, avec de mauvaises notes tout le temps, et que vous êtes très bon sur Internet, il y a un moment donné où vous n'allez plus à l'école. Et vous restez au contraire très sur Internet, et là, on va vous dire « ça y est, addiction, voilà, il a des trucs. » Non. C'est parce que c'est le seul endroit où l'enfant reprend la confiance en lui. Donc ça, c'est important de voir quand les enfants sont trop sur les jeux, c'est peut-être qu'ils n'ont pas assez confiance en eux dans d'autres plans. Hein. Au-delà du fait que tout d'un coup, il y a un nouveau jeu, et là, ils sont tous dessus, c'est la passion, c'est la découverte d'un nouveau jeu, c'est extraordinaire. Donc, vous avez ces petits dangers, je dirais, liés à Internet. Notamment aussi, on m'a beaucoup parlé de la violence. On dit, ça y est, Internet va faire une génération de violents. D'abord, on est assez mal placé pour parler de ça, hein, parce que la violence, avant, c'était quand même pas mal non plus. Donc, voilà. Et on s'aperçoit, heureusement, que c'est l'inverse. Il y a de moins en moins de violence et d'actes délictueux de la part de notre jeunesse. C'est un peu inquiétant, d'ailleurs. Une jeunesse qui bouge et qui vient cogner la société, c'est pas mal. Mais pourquoi? Alors, plusieurs hypothèses. D'une part, ils sont moins dehors parce qu'ils sont sur les jeux, donc ils sont à la maison. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, peut-être qu'ils évacuent leur agressivité en tuant des monstres plutôt qu'en tapant sur des copains, ce qui est peut-être pas mal non plus. Donc on a comme ça des hypothèses que finalement les jeux vidéo permettraient, ou en tout cas entraîneraient une diminution de la violence des jeunes, même si on adore dire tout d'un coup qu'il y a, disons, un jeune adulte qui est venu dans une classe et puis qui a tué tout le monde avec sa mitraillette, comme sur un jeu vidéo et tout ça, qu'il avait posté ça avant et tout. Ça arrive, mais c'est très, 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 très rare. Donc vraiment très rare. Donc encore une fois, hein, les jeux vidéo et la relation à Internet peut être tout à fait intéressant pour travailler la relation que vous avez avec l'enfant. Parce qu'il faut encore une fois s'intéresser à ce qu'ils font pour pouvoir garder la confiance. Il fut un temps, dans notre jeunesse, nous, on jouait aux billes, par exemple. Bon, vous imaginez, vous rentrez à la maison, et puis vous dites à votre père ou à votre mère, « Tiens, cet après-midi, j'ai joué aux billes. » Bon. Le père, s'il est bien luné, il dit « Ah bon, ah ouais, moi je me rappelle, et alors, t'as eu un boulet, et machin, hop. » Il s'engage une conversation autour de ça. Très bien. Mais peut-être qu'il est mal luné et qu'il n'a pas envie de parler de billes, donc il dit rien. Le repas se passe dans une espèce de silence, mais ce silence est quand même rempli du jeu de billes. C'est-à-dire que le père, il n'a pas envie de discuter, mais il sait ce que c'est d'avoir joué aux billes. Donc tout le monde est là, mange son truc,
Mais tout le monde pense au fait que, ben voilà, il a joué aux billes, ok, bien l'enfant. On est dans la même, on garde le lien. Si la même chose se passe avec un adolescent qui rentre maintenant et qui dit qu'il a joué à Fortnite, le père, s'il connaît un peu Fortnite, ce qui est rare, il va pouvoir discuter. Mais s'il ne connaît pas et qu'il est un peu mal luné, il ne va pas discuter avec son fils et il va y avoir là un vide, un silence qui ne sera pas un silence de connivence, de complicité. Ce sera un silence creux, vide, où il n'y aura rien du tout. Éventuellement, pourra même se loger un peu d'angoisse. Combien de temps il a joué? Est-ce que vraiment il a fait ses devoirs? Ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait dit j'ai joué aux billes. On voit bien que nos représentations sont très différentes. Si l'enfant nous dit j'ai joué aux billes, j'ai été faire du vélo, on est tout content. Si on nous dit qu'il a joué 2 heures avec sa Game Boy, on dit sa Nintendo, tout ça, on est beaucoup moins content. Donc on a une représentation très négative de tout ça. Alors que, dans un premier temps, c'est quand même essentiellement une fabrique de jeux. Donc, mon propos, c'est vraiment de pouvoir amener à retrouver une forme de confiance entre les adultes et les adolescents à travers tout ce qui peut être de près ou de loin lié aux jeux vidéo, aux smartphones, aux réseaux sociaux. Et c'est extraordinaire parce que j'ai une petite anecdote aussi assez amusante. Quand on a 13 ans, c'est le moment où on veut aller voir, pour les garçons par exemple, et pour les filles c'est la même chose, on veut aller voir les filles. Bon. Et puis on est un petit peu timide, donc d'abord on va essayer d'être avec un copain, on a ce qu'on appelle nous le double narcissique, c'est-à-dire le meilleur copain. Mais certains n'arrivent pas à chercher et à trouver son meilleur copain, c'est difficile, on n'est pas tout à fait en lien avec lui, donc moi j'avais un patient qui me dit j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête des filles, donc je me suis mis sur des chats de filles. J'ai pris un pseudo, je m'appelle Véronique, et puis comme ça je discute en ligne avec plusieurs filles, comme ça je sais ce qu'elles racontent, et comme ça je pourrais aller voir les filles pour leur dire, et puis avoir des vraies conversations, quoi. Parce que sinon j'arrive pas à aborder les filles. Bon. Je le suis plusieurs fois, ça m'intéressait aussi de savoir ce qui se passait sur les chats de filles. Et puis, au bout d'un moment, il me dit « Oh non, c'est pas intéressant du tout. » Elle raconte des trucs, mais là, ça me barbe, c'est terrible. Oh là 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 là, vous savez pas ce qu'elle raconte. Moi, je suis obligé d'être là de temps en temps. Bon, il y a quand même une que j'aime bien. Là, je commence à être un petit peu amoureux d'elle et tout. On se raconte des trucs et tout. Bon. Elle s'intéresse elle aussi, des fois, à des choses un petit peu comme moi, donc c'est pas mal. Et puis, bon an, mal an, ils ont fini par aller se rencontrer. Elle s'appelait Sophie et lui, Véronique. Et puis quand ils se sont retrouvés sur le banc, la Sophie, c'était Paul, en fait. C'était aussi un autre garçon qui avait fait le même chemin que lui. C'est quand même assez extraordinaire. Donc il avait trouvé son meilleur copain, au défaut de retrouver sa meilleure copine. Donc vous voyez, il y a plein de choses extraordinaires sur ces jeux, et que finalement, ils ne sont pas si dangereux que ça, à part le fait que nous devons garder la maîtrise du temps autour de ça. Alors ça, c'est la question principale que les parents me posent. Donc comme ça vous évite de la poser. C'est combien de temps les enfants ou les adolescents doivent rester sur ces jeux vidéo. Alors, ça m'embête beaucoup parce que moi, je ne donne jamais de conseils. Et puis, je suis incapable de leur dire, mais écoutez, il faudrait que ça s'arrête à 11h. Parce qu'il fut un temps, quand on partait en mobilette ou tout ça, ou en soirée, on nous disait, bon, tu dois être rentré à minuit. Paf. Et puis, si on rentrait à minuit 5, entre minuit et minuit 5, il y avait une angoisse chez les parents. Chez nous aussi, mais on testait l'angoisse des parents. Comment il va être? Est-ce qu'il va être large, pas large, comment, tout ça. Donc finalement, le temps, quand on transgresse à l'adolescence, c'est qu'on teste l'angoisse des parents, la peur des parents. Est-ce qu'ils nous font confiance, pas confiance, de quelle manière, pourquoi? Donc vous aviez ce petit passage-là, et finalement, que ce soit minuit ou minuit 5, il n'y avait pas, à part la citrouille, tout ça, il n'y avait pas de choses médicales qui pouvaient dire c'est comme ça. C'était juste arbitraire. Actuellement, vous voyez bien que quand on dit à l'enfant arrête d'être sur le smartphone, arrête d'être sur le smartphone, c'est un moment assez délicat parce que vous êtes en permanence auprès de l'enfant qui transgresse, lui il continue, et vous lui dites d'arrêter, il continue, vous lui dites d'arrêter, finalement on va s'en prendre aux mains. Alors que c'était la même chose que l'on faisait nous, mais comme on n'était pas là, puisqu'on était sur notre mobilette très loin, qu'il n'y avait pas de téléphone, qu'il n'y avait pas du tout, les parents ne pouvaient pas nous embêter, ne pouvaient pas toujours nous dire arrête. Donc il n'y avait pas ce lien très compliqué que vous avez de temps en temps à vouloir arrêter l'adolescent qui continue, lui, à transgresser pour savoir jusqu'où vous allez être angoissé et si vraiment vous allez lui tordre le cou ou pas.
Donc l'arbitraire est très important et il faut pouvoir donner certaines limites. Encore une fois, moi je commence par dire aux parents combien de temps vous êtes capable de supporter. Hein, jusqu'à quand? Parce que, évidemment, ils viennent me voir. J'imagine que l'adolescent, lui, avait le droit à une demi-heure tous les jours de jeu. Et puis, j'en sais rien. Et donc, moi, je dis aux parents, bah, écoutez, 2 heures par jour, ça va très bien. Alors, les parents, ils ne reviennent plus. L'adolescent, il trouve ça super, mais les parents ne reviennent plus. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'adolescent, lui, il avait déjà 2 heures par jour, et moi, je dis, bah, vous savez, ce qui est un peu dit dans la littérature, c'est qu'une demi-heure par jour, ça suffit. L'adolescent, il ne revient plus, parce qu'on lui a prévu quelque chose. Donc, je travaille, moi, beaucoup à dire, qu'est-ce que vous en êtes où, là? Et ben, celui qui est déjà 8 heures le week-end, et puis comme ça, ben, on va travailler à partir de là. Les parents sont capables de tenir quoi? Parce que la grosse question, c'est vous. C'est comment les parents sont capables de mettre des limites et de tenir ces limites. C'est fatigant, les limites. Ils viennent, non. Alors quand vous êtes en forme, ça va, vous tenez. Puis quand vous en avez marre, vous adhérez, puis tout d'un coup, vous lâchez. Ce qui est tout à fait normal. Et moi, je conseille aux parents de dire, bah voilà, par exemple, si vous êtes accordé sur 1 heure, bah c'est 1 heure. Et quand vous êtes en forme, l'heure, vous la tenez. Et puis si vous arrivez crevé, que vous n'en pouvez plus, vous avez des problèmes de partout, et puis que l'enfant va commencer, vous dites aujourd'hui, ce soir, tu peux faire 10 heures si tu veux, je m'en fous complètement. Hein. Je vais me coucher, tout ça, tu peux aller open bar. Hein, parce que je ne suis pas en état de pouvoir tenir. Mais demain, ce sera 1 heure. Je serai toujours là 1 heure. Là, ce soir, pas. On ne va pas se battre et de toute façon, tu gagneras. Donc vous voyez, c'est pour un peu montrer que c'est important de mettre des limites, mais que les limites, ce n'est pas toute la vie. Voilà, alors je vais arrêter là mon propos. Et l'idée, c'était de savoir si vous aviez quelques questions. Et donc, je suis là, prêt à écouter vos questions et y répondre si j'y peux. Oui. Alors, monsieur. Je vais parler un peu fort, mais même un deuxième micro et tout, c'est top. Concernant, voilà, merci beaucoup. J'avais une question concernant les PEGI. Donc, les PEGI, c'est les limites d'âge pour les jeux vidéo. Oui. PEGI 18, PEGI 12, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion d'âge, mais qui généralement dans les foyers ne sont pas respectées? Est-ce qu'il y a un vrai impact négatif ou est-ce que c'est... Voilà, merci. Les fameuses normes PEGI. Oui, alors les normes PEGI, elles existent, elles ont le mérite d'exister déjà. Moi, je dis toujours aux parents, il y a les normes PEGI, il y a la brochure Tisseron, que sans doute tout le monde connaît un tout petit peu, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12, qui est une petite brochure que vous trouvez aussi sur Internet, qui est tout à fait intéressant. Et après, il y a vous. La norme PEGI, la première norme PEGI intéressante, c'est vous en tant que parent, allez regarder la bande-annonce, enfin, le thriller du jeu. Hein. Vous allez regarder, et vous faites votre propre idée par rapport aux valeurs que vous véhiculez. Et il y a des jeux qui sont valables pour 12 ans, et puis il y a des parents qui disent « Non, mais ça, non, moi, je ne peux pas. » Et puis l'enfant, il peut avoir 14 ans, et puis il lui dit « Non, bah, ce jeu-là, moi, je ne veux pas. » Et puis d'autres qui sont interdits au moins de 18 ans, et puis on regarde, on dit « Mais enfin, c'est pas plus compliqué que ça, donc moi, je suis d'accord. Éventuellement, je reste à côté de l'adolescent pour pouvoir... » Donc il y a forcément des normes, mais comme on n'est pas dans une dictature, Dieu merci, on peut quand même travailler avec l'adolescent pour dire qu'est-ce que toi tu y ressens dans ce jeu-là, et puis qu'est-ce qui te fait... Et on voit très bien que finalement on n'offre pas une mitraillette chargée à un enfant de 3 ans à Noël. Donc finalement on va lui offrir un petit pistolet éventuellement ou un jeu violent aussi, ça arrive, mais il va tuer personne dans la... Donc je crois que c'est vraiment très important d'accompagner. Alors il y a certaines personnes sont des gens qui veulent garder la loi à tout prix. Ils sont toujours respectés la loi. Donc ils vont respecter la norme PEGI. Et puis les enfants, ils ont des parents qui sont comme ça. Voilà. Et puis d'autres qui sont plutôt transgressifs, qui sont là, qui vont là, bon, à l'attaque. Et là, les parents, ils sont comme ça. Je pense que par rapport aux normes PEGI, ils vont être aussi un peu plus laxistes ou un peu plus légers. Donc il y a un peu de tout. Mais c'est important que ça corresponde aux valeurs que les parents ont envie de transmettre. Donc ça, je travaille beaucoup avec ça. Et en disant qu'il y a un guide général qui s'appelle Norme PEGI avec la peur, les machins, tous les icônes. C'est assez bien fait quand même. Mais c'est quand même assez restrictif en général parce que y a une forme de responsabilité et tout ça, quoi. Voilà, ça va? Oui, madame? Voilà. Je sais pas, oui, ça marche. Alors, moi, je suis pas une gameuse.
Jouer avec les manettes, c'est pas mon truc, je me plante après 5 minutes. Par contre, j'adore regarder. Est-ce que ça va aussi, vous parliez du silence, du souper, du dîner, voilà, il vous dit j'ai joué aux billes, vous saviez, etc., etc. Est-ce que ça va aussi en tant que spectatrice du jeu de l'enfant finalement? Oui, et de quel jeu vous aimez, quel jeu? Là c'était Styx, il y a eu Styx, il y a eu Snipers, oui. Voilà, ce genre de jeu. J'adore regarder, je suis fan, mais alors jouer, non. Et donc, c'est très bien. D'accord. Vous pouvez tout à fait regarder. D'ailleurs, de plus en plus, ce qui est extraordinaire dans ces jeux, c'est que vous avez maintenant des chaînes énormes. Comme on regarde les buts de foot, eh ben, vous avez des chaînes qui montrent les bonnes actions qu'il y a dans certains jeux. Et puis, certains jouent en direct avec des abonnements, des machins. Enfin, c'est tout un monde qui fait que ça devient vraiment comme la télévision, comme des séries, comme tout ça. Vous avez tout ça sur Internet grâce aux jeux. Donc, toute la question, c'est comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie en général. Hein? Encore une question? J'ai juste une question. Est-ce qu'on observe des différences entre les filles et les garçons pour l'intérêt des jeux vidéo? Mais oui. Alors, il fut un temps, bien évidemment, on s'est tout à fait intéressé à ça. Il y a des très grandes différences entre les filles et les garçons. On a été surpris, mais ça fait déjà une quinzaine d'années, en mettant un peu des mouchards sur les ordinateurs, sur les différentes choses. Les filles étaient plus souvent sur les écrans que les garçons. Et on avait plutôt l'impression que c'était l'inverse. En fait, les garçons jouent beaucoup au jeu, ils peuvent passer 2 heures, 3 heures de rang, et les filles, elles parlent. Donc, elles sont sur elles font des SMS, et puis, donc, elles passent beaucoup plus de temps, finalement, à être en lien, en rédaction. Et dans le moment où elles parlent, elles ont aussi des petits jeux. Et ils ont fait des perles, des petits trucs comme ça, et ce sont ou des jeux de cartes, et avec des compétitions permanentes. Vraiment des choses comme ça. Donc, ce n'est pas des jeux, elles ne s'associent pas. Elles sont dans une grande rivalité. Alors que les garçons vont se mettre en groupe pour tuer un monstre, quelque chose de fictif. Alors que les filles, elles vont essayer d'être meilleures que la copine, quoi. Donc il y a vraiment des choses de rivalité individuelle beaucoup plus fortes, alors que le garçon, lui, il se met plutôt en guilde, en bande. Il y a peu de guildes de filles. Il y en a évidemment, mais il y en a peu par rapport à ce qui se passe sur les garçons. Une toute dernière question? À part le problème plus, on va dire, mental ou psychologique, est-ce que par rapport au cerveau, je dirais l'épilepsie ou des maladies peut-être plus concrètes, est-ce que ça crée des problèmes dans le développement? Est-ce que, j'ai pas tout à fait... Par rapport à l'épilepsie ou d'autres maladies, oui. physiques? Oui, alors je suis moins... ce serait plutôt les pédiatres qui pourraient répondre par rapport aux maladies physiques, avec l'épilepsie, avec tout ce qu'il peut y avoir comme problème neurologique, hein, en lien avec les écrans finalement, plus que les jeux. C'est vrai que le temps d'écran peut amener quelques modifications, mais on a beaucoup entendu, beaucoup travaillé au départ sur « Ah là là, il va y avoir des choses avec le bleu, et puis finalement les études au fur et à mesure tombent un petit peu toutes en disant on ne sait pas trop, voilà. Maintenant il y a la question des ondes, hein, les ondes qui viendraient beaucoup, donc il faut éteindre pendant la nuit, tout ça, on ne sait pas. Vraiment, il y a vraiment... Alors l'épilepsie, il faut être prudent évidemment, parce que c'est des ondes, mais on sait peu de choses par rapport aux maladies physiques. Alors il y a aussi des problèmes de dos, s'il veut rester trop longtemps. Donc évidemment que le physique peut avoir quelques difficultés, mais moi je travaille plus sur le côté psychologique si on veut, et en tout cas sur le problème psychologique, il y en a très très peu. Il y a quelques, disons, ce qu'on peut percevoir maintenant, c'est qu'il y a quelques jeunes garçons adultes qui restent un peu coincés pendant, à partir de 18 ans, 19, 20, qui sortent plus de leur chambre. Il y en a quelques-uns, c'est rare, très rare. On travaille beaucoup maintenant, on travaille même en essayant d'avoir... Moi, j'essaie d'avoir des liens avec certains garçons par Internet parce qu'ils ne bougent plus de leur chambre. Mais c'est 1 sur... il y en a 3 ou 4 dans le canton. Enfin, vous voyez, c'est pas très fréquent. Donc, dans ces maladies qui seraient des maladies liées finalement à une grande difficulté à aller vers l'extérieur, à supporter le monde, et donc ils restent dans un monde virtuel. Donc ça, pour éviter le monde réel, on est dans le monde virtuel.
Ça existe, mais c'est très rare. C'est pour ça que j'en parle assez peu, parce que sinon tout le monde se dit « Ah là là, ça y est, mon fils va devenir là ». Non. Il y a les no-life, à l'époque, on les appelait, assez peu. Et ceux-là, ils n'ont pas non plus de manifestations physiques dramatiques. Donc, pour l'instant, il y a très peu. Il y a peut-être eu un Japonais qui est mort une fois, parce qu'il n'avait pas mangé pendant 2 jours, mais sur les milliards de gens, c'est quand même très peu. Voilà, merci beaucoup Philippe Stéphane. Merci, au revoir.